Edoui Plenel, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Ouais. La chaîne qui monte. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? J'ai 66 ans. Je suis journaliste depuis plus de 43 ans. Et depuis 11 ans, je suis cofondateur et président d'un journal en ligne, indépendant, participatif, qui s'appelle Mediapart. On a intitulé notre vidéo Mediapart, Benalla, Macron, le journalisme en danger. Vous êtes exposé à d'énormes pressions parce que vous soulevez des dossiers piquants, vous faites un travail de fond, un travail de moine bénédictin. Ça prend quelle forme ? Mis à part quelques petites perquisitions, est-ce que vous êtes sur écoute ? Est-ce que vous avez des gens qui vous suivent ? Est-ce que vous avez établi... On continue sur ce sujet, je vous laisse répondre. Ouais. Je vais raconter sur l'artisanat, mais avant, je voudrais dire, c'est pas nous, c'est vous. C'est un droit fondamental qu'ils sont en train de combattre et de remettre en cause. Le droit de savoir, c'est beaucoup plus important que le droit de vote. Et je dis ça juste avant des élections dimanche prochain. Si vous ne savez pas tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est fait en votre nom, tout ce qui est fait avec l'argent de vos impôts, tout ce qui est fait sans vous demander votre avis, des guerres, des affaires, de la corruption et plein d'autres choses, vous allez voter comme un aveugle. Et du coup, vous allez voter pour votre pire ennemi ou pour votre pire malheur. C'est ce qui se passe autour de nous. C'est ce qui se passe avec Bolsonaro au Brésil, avec Trump, avec Erdogan et plein d'autres, voire ici. Et c'est bien ce qui se passe. Nous avons un pouvoir qui, contrairement à sa promesse électorale d'il y a 2 ans, tourne le dos à la société. Il tourne le dos à la dynamique de la société. Il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'écouter. Il est enfermé dans sa bulle présidentielle. Et du coup, lui aussi suit un cours autoritaire. Et quand on commence un cours autoritaire, les premiers adversaires, ce ne sont pas les opposants politiques, ce sont les journalistes. Et d'abord, ces journalistes libres et indépendants qu'on ne peut pas contrôler. Prenons la séquence récente. Qui sont les personnes qui font prendre conscience au pays, et y compris aux médias installés dominants, le scandale des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. De violences illégitimes, qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre. Les œils éborgnés, les mâchoires fracturées, les mains arrachées, et bien d'autres choses. Qui ? David Dufresne, qui était au début de l'aventure de Mediapart, un journaliste indépendant. Il le fait sur les réseaux sociaux. Mediapart le soutient et le relaie, et fait toute cette mise en scène. Il y a une base de données que vous pouvez voir qui vous explique tout ça. Et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas aimé le travail des journalistes. C'est pour ça qu'ils ont commencé à frapper des journalistes dans les manifestations. C'est pour ça à leur envoyer du LBD et à interpeller Gaspard Glanz, qui était de cette jeune génération de casse-cou, mais au sens aller au plus près. C'est ça le journalisme, aller au plus près pour voir l'événement. Journalisme de combat ? Journalisme d'engagement au service de ce droit fondamental. Notre arme est pacifique, c'est l'information. Alors on pourrait continuer, Benalla, évidemment, Mediapart, les révélations sur Benalla, un procureur nommé à la main du pouvoir et tentative de perquisition à Mediapart totalement illégitime. Continue. Par Rémi Hetz. Rémi Hetz, ce procureur, il y avait... Vous savez, le parquet n'est pas indépendant en France. Il est sous la main du pouvoir exécutif, ce qui n'est pas le cas en Italie, ce qui n'est pas le cas en Espagne ou au Portugal, pour prendre juste d'autres pays du sud de l'Europe. Et 3 noms avaient été proposés pour être procureur de Paris, dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. Le roi, parce que c'est une sorte de monarque élu, le roi Macron a rayé les 3 noms et a pris celui qu'il arrangeait, qui est M. Hetz, qui ne peut rien lui refuser. D'où cette tentative de perquisition à Mediapart, qui a certes échoué, mais qui avait un but. Montrer que nous n'étions pas inviolables. Faire peur à nos sources. Et d'ailleurs, la suite le confirme, c'est la cascade de convocation à la DGSI, les services secrets intérieurs. Ça m'était arrivé déjà, moi, il y a 2 ans, dans le cadre de révélation d'un document confidentiel défense sur ce qu'on cachait par rapport à notre soutien au régime autoritaire tchadien. Toujours des vérités légitimes. Et là, pareillement, nos amis, c'était sur Mediapart de Disclose, qui montrent le mensonge.
Oui, nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui servent à quoi? À une sale guerre au Yémen où il y a de la famine et où les premières victimes sont les populations civiles. Le pouvoir ment, nous montrons ce pouvoir. Résultat, on est convoqué à la DGSI. Continuons, c'est ce qui se passe avec Le Monde dans l'affaire Benalla à nouveau. Et il faut bien voir ce que ça veut dire. En démocratie, il y a une loi qui protège la liberté de la presse. La formule de la porte-parole du gouvernement disant « les journalistes ne sont pas au-dessus des lois » est une formule indigne. Car bien sûr qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, mais leur travail est protégé parce qu'il est au cœur d'un droit fondamental. Ce n'est pas n'importe quel travail. Il est au cœur d'une liberté fondamentale et qui doit pouvoir surgir indépendamment de ce que veut le pouvoir, qui doit pouvoir déranger le pouvoir, le bousculer, permettre qu'on l'interpelle. Donc nous sommes prêts toujours à rendre compte de notre travail, mais dans le cadre de cette loi. La loi de 1880, une loi républicaine formidable, dont la jurisprudence a permis de construire le côté démocratique. C'est quoi? On dit légitimité du but poursuivi. C'était d'intérêt général. Et du coup, oui, ça vient du secret défense, oui, ça vient du secret des affaires, oui, ça vient du secret d'enquête, oui, mais regardez. Rappelez-nous l'affaire un peu. Toutes les affaires. Quand vous publiez un dossier secret défense qui vient du secret défense, vous montrez que ce secret défense ne protège pas les intérêts de l'armée, ne protège pas la vie des soldats, ne protège pas un secret militaire indispensable, mais il protège autre chose. Des armes vendues à des dictatures, des manœuvres indignes et illégitimes. Je pourrais vous montrer l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, oui, le majordome, c'était un dictaphone, c'était pas un téléphone, le majordome, pour protéger sa patronne, qui était victime d'aigrefins de la haute société qui voulait s'approprier sa fortune en abusant de sa faiblesse, il se dit « moi je suis en servitude », c'était sa formule, ancien régime, on se croirait sous la royauté, donc personne ne va me croire. Et si personne ne va me croire, il faut que j'ai des preuves. Donc je mets ce petit dictaphone sur là où était servi le thé pendant que cette dame avait ses conversations d'affaires. Il fait en sorte que ce soit entre les mains de la police. Mediapart obtient ses 21 heures. Nous mettons de côté tout ce qui concerne la vie privée et nous révélons ce que ça révèle. De l'évasion fiscale, des pressions sur la justice, l'abus de faiblesse sur cette dame, des manœuvres capitalistiques secrètes et tout ça. Tout ça était légitime. On essaye de nous poursuivre en disant « vous êtes complice d'une atteinte à la vie privée ». C'était un secret. Vous avez pris ça dans un endroit secret. Et le majordome est votre complice, ou vous êtes le complice du majordome. Vous connaissez la suite. Au bout de plein d'années, c'était en 2010, donc c'est tombé finalement l'année dernière, nous avons été relaxés, évidemment. Tout ça était d'intérêt public. Et donc c'est toujours la même question, d'intérêt public. Il n'y a pas de secret absolu. C'est l'intérêt public et le juge en est l'arbitre. Et donc notre travail se passe toujours comme ça. Je pourrais vous donner un autre exemple. Regardez, l'affaire libyenne, ce grand feuilleton de Mediapart qui montre quand même la corruption d'une république. On a reçu à Fabrice Arfi. Oui, qui vous a raconté la campagne de Sarkozy en 2007. Sarkozy, pareil, il contourne cette loi. Il nous poursuit comme si on était des faussaires. Faux et usage de faux. Notre document n'était pas faux, ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Des années de bataille pour prouver cela et gagner. Procédure Bayon? Oui, procédure Bayon, mais surtout contourner la liberté. Parce que s'il nous avait poursuivis à la loyale, il aurait encore plus perdu parce que toutes les preuves auraient été sur la table. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que là, il y a, dans le pouvoir français actuel, qui de ce point de vue n'est ni libéral ni progressiste, qui n'est même pas européen, parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui très souvent nous rappelle à la loi et nous rappelle aux lois fondamentales. Nous, la France. Et nous, la France, nous, ce pays, voilà. Je rappelle, j'ai une affaire dont j'ai été victime, mais qui est au cœur d'une question, qui est les écoutes téléphoniques sous la présidence de Mitterrand. Mais les lois qui existent sur les écoutes téléphoniques en France, elles ont été imposées par l'Europe. Donc, cette dérive autoritaire n'est pas conforme au blablabla de la campagne électorale européenne. Regardez comme l'Europe, etc. et tout. Ils sont dans un cours inverse, qui n'est pas loin du cours de Salvini, d'Orban. Ils se méfient de la société. Et la méfiance de la société passe d'abord par la méfiance de
la presse libre et indépendante, celle qu'on ne peut pas contrôler, celle qui n'est pas aux mains des oligarques, celle à qui on ne peut pas donner un petit coup de fil, avec laquelle on ne peut pas faire de com et tout. Donc je voudrais souligner ce paysage français, mais le rapporter à un paysage mondial. Nous parlons aujourd'hui, hier, qu'est-ce que nous avons appris ? 17 charges d'espionnage contre Julian Assange aux États-Unis sur une loi de 1917 qui a été faite en 1917. Espion Act. Mais l'Espion Act, il n'est pas fait pour les espions. Il est fait pour des adversaires politiques qualifiés d'espions. Les communistes, en l'occurrence, c'était la révolution russe. Les socialistes, les anarchistes, toutes les dissidences. Et jamais, depuis que cette loi a été promulguée, au pays du First Amendment, le premier amendement de la Constitution américaine, aucune loi ne sera faite contre la liberté de la presse, parce que c'est un droit fondamental, aussi important que le droit de se réunir, le droit de manifester, le droit de penser librement. C'est ça le libéralisme politique, au cœur de la démocratie. Et donc, c'est la première fois que cette loi est utilisée contre un éditeur de presse, d'information. On peut trouver que Assange a déconné, qu'il était trop pris dans son hubris personnel, mais par ailleurs, qu'il vivrait sa vie, l'isolement qu'il a subi, etc. Moi, je ne suis pas juge. On peut avoir des avis divers là-dessus. On peut se dire qu'il a peut-être déconné avec les filles et que la poursuite suédoise a de bonnes raisons d'être. Ça, c'est autre chose. Il reste que le sort que lui font les États-Unis d'Amérique n'a rien à voir avec tout ça. Ils veulent en faire un exemple. Mais il nous concerne tous. Comme ils ont fait un exemple de Chelsea Manning, qui est retournée en prison parce qu'elle n'a pas accepté de témoigner contre Assange. Chelsea Manning, grâce à laquelle on a connu l'ensemble des câbles qui ont montré le mensonge de la puissance américaine pendant toute la guerre d'Irak, l'hypocrisie de sa diplomatie, rappelez-vous la vidéo Collateral Murder, la saloperie en clair, de tuer en blaguant des civils, en l'occurrence deux journalistes, caméramans de Reuters, irakiens, mais de Reuters, tirés comme aux pigeons et les mecs qui blaguent dans leur hélico pendant ce temps-là. Donc, tout ça, ce sont ces personnes-là, Edward Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange, quelle que soit leur solitude, mais ce sont des héros de ce droit de savoir. Héros malheureux, héros vaincus. Ils ont commencé, ils n'avaient pas 30 ans. Elle avait 21, 22 ans, Chelsea Manning, quand Edward Snowden s'organise, et il l'organise très bien, lui tout seul, pour avoir tous les documents de la National Security Agency, pour montrer l'espionnage global, pour montrer comment tout ce qu'on utilise est utilisé pour nous surveiller. Chez les hackers, il a été salvateur, dans le sens avant, on disait que tout le monde était surveillé, on nous traitait de complotistes. Vous aviez raison. Et en fait, on avait raison, et quand il a sorti, les salaires des hackers ont augmenté. Et les États ont commencé à se dire qu'est-ce qui nous arrive, parce Exactement. que le prétexte est la sécurité, le prétexte est l'ennemi intérieur, mais il sert à surveiller tout le monde, et y compris, on l'a vu avec les révélations de Snowden, à surveiller d'abord ses alliés, ses concurrents économiques, à espionner même Merkel et Hollande, etc. L'Europe, c'est une honte. Elle aurait dû, évidemment, comme nous l'avons tous demandé... Expulser des diplomates ? Non, surtout donner l'accueil à Snowden. L'asile à Snowden, qui est une personne, une belle personne dans tout ça, en plus, qui tient bon, et qui est aujourd'hui dans une sorte d'otage. Moi, je ne ferai pas confiance à M. Poutine, vu comment il traite, y compris les dissidences dans son pays, sur la façon dont un jour il peut-être utiliser Snowden comme monnaie d'échange, au pouvoir russe en tout cas. Mais Snowden reste ferme, et lui, il n'a pas cédé sur son indépendance. Quand il y a eu des répressions contre des homosexuels, par exemple, à Moscou, il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Il a gardé sa liberté de parole. Mais je reviens, lui, Snowden, qui n'avait pas 30 ans, reprenons Julian Assange, avant l'invention de Wikileaks, quand il est hacker en Australie, c'est lui qui a la première idée. Il dit, c'est pas possible, dans ce monde globalisé, tout est fait pour nous dire, Tina, there is no alternative. Vous ne pouvez pas soulever tout ça. C'est tout interconnecté. L'argent, l'armée, la puissance, vous n'allez pas vous en sortir. Et lui, il dit, mais non, on a une arme libératrice qui est cette révolution technologique. Et il dit, au fond, on va les bombarder d'informations. On va montrer que le roi est nu avec cette arme pacifique, l'info. Et c'est ça qu'il a fait. Et quand il a pensé ça, il n'avait pas 30 ans. Alors, après, on peut discuter sur comment ça s'est fait, mais l'utopie est là.
l'information libératrice, le savoir libérateur, pas le complotisme, pas l'opinion qui va faire des raisonnements foireux. Attention, hein, la liberté, c'est les faits. La liberté, c'est la connaissance. La liberté, c'est le savoir. La liberté, c'est ce puzzle qui me donne du sens. Et ce puzzle, il est composé de petites pièces qui sont des vérités de fait, recoupées, sourcées, documentées. Et ça, c'est une bataille très importante parce que aujourd'hui, notre adversaire, utilisé par les pouvoirs, qu'ils soient politiques et économiques, c'est un paradoxe, c'est une autre liberté qu'ils retournent à leur profit. La liberté d'opinion. Au fond, c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux journalistes. Le blablabla des opinions, ça ne les dérange pas. Y compris qu'il y ait des choses terribles qui peuvent être dites, ça les dérange d'autant moins. On l'a documenté sur Mediapart. Par exemple, En Marche a une pratique totalement absence de toute déontologie dans la pratique des réseaux sociaux. Des bots. Des fake news, des fausses nouvelles, des bots, des comptes anonymes. On a montré ça, on n'est pas les seuls. Sans aucune déontologie. Les mêmes qui disent, hein, il faut faire des lois pour les il faut faire des lois et tout. Mais en fait, ce qui les dérange, c'est l'info. C'est l'info. Hein. Le cheval de Troie de la destruction de notre émancipation, c'est un monde où il n'y aurait que mon opinion contre la tienne. Donc très vite, mon identité contre la tienne, ma communauté contre la tienne. La guerre de tous contre tous. Nous, notre bataille, à tous les acteurs, pas seulement les journalistes professionnels, ceux qui obtiennent des informations, ceux qui nous permettent de les avoir, nos sources, les lanceurs d'alerte aussi. C'est pour ça que ce secret des sources qu'ils veulent essayer de mettre en cause est essentiel. Eh bien, notre bataille, c'est savoir, ce droit de savoir. Le droit de savoir et la liberté de dire sont deux libertés qui préexistent, je le répète, à l'exercice du droit de vote. Je reprends la parole. Je vous en prie, je suis un peu bavard. Il y a un verre d'eau juste à votre droite, si vous voulez. Si tu veux, on parle beaucoup de la défiance de l'opinion publique contre les journalistes. Comment ça s'explique? Pourquoi? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui a amené cette suspicion envers les journalistes? Pas tous, heureusement, il y en a encore qui font leur travail. Cette vraiment défiance profonde qui amène le doute et qui pousse les gens à aller voir d'autres sources d'informations qui sont peut-être moins crédibles. Hélas, les journalistes y ont mis du leur. Voilà. Il y a une crise de confiance profonde. Cette crise de confiance, et elle est au cœur de la raison pour laquelle les trois journalistes fondateurs de Mediapart, nous étions connus au monde dans la crise de la presse traditionnelle, nous avons créé Mediapart, qui est aujourd'hui dans la presse en ligne et face au reste de la presse, le seul, je dirais, journal totalement participatif, où on peut commenter, bloguer librement, sans modération qui bloque a priori. On peut critiquer le journal, on peut le prolonger, on peut le discuter, on peut l'alerter. Alors, c'est quoi cette crise de confiance? C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Dans la panique qui s'est prise avec la révolution digitale, numérique, les médias eux-mêmes ont basculé dans ce monde de l'opinion. Dans ce monde où ils savent ce qui est bon pour le peuple. Où ils savent... Voilà. C'est la police de la pensée? Je ne dis pas des termes comme ça, c'est le blablabla des opinions. C'est regarder ces chaînes d'infos en continu. Quand moi j'ai commencé dans le métier, des figures comme Zemmour, ça n'existait pas. Non pas que ça n'existait pas idéologiquement, mais ça n'existait pas des gens dont la seule légitimité était de blablater leurs opinions, fût-elles des opinions scandaleuses, en l'occurrence xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, etc. Il fallait être légitime par notre travail d'information. Et donc, il y a eu ça, ce conformisme, ce suivisme. Sans aucune autocritique? Oui, en fait, comment dire, comme une pente de facilité, et dans un moment où, en plus, la crise économique a fait que ces journaux ont perdu leur indépendance économique. L'indépendance économique, c'est important. Il y a des gens très bien au Monde, à Libération, au Figaro et ailleurs. Mais il y a aussi des gens très mauvais au Monde. Et surtout, il y a un écosystème qui n'est pas le même que dans un journal comme Mediapart. C'est un écosystème de bocal. Contraint.
Parce que quand même, il y a ce fil. Nous, on dit, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Un jour j'ai eu une discussion avec un des membres de la famille Servan-Schreiber. Je lui ai objecté la condition de Julian Assange, c'était en 2012. Il m'a dit, moi, durant ma longue carrière, je n'ai jamais senti la laisse du pouvoir se tendre sur le collier des journalistes. Ça se tend encore, la laisse du pouvoir sur les journalistes au XXIe siècle ? Bien sûr que ça se tend. Bien sûr. Même si qu'on est indépendant, on essaye de faire pression. Je vous ai parlé de cette tentative de perquisition. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que nous, journalistes, on doit reconquérir cette confiance. Et comment on doit la reconquérir ? En montrant qu'on se bat. Où qu'on soit. En montrant qu'on se bat pour son indépendance. Vous avez un bel exemple cette semaine. Les sociétés de journalistes, après les révélations de Mediapart sur l'espionnage de François Ruffin et de Fakir par le groupe LVMH, comme par hasard, les deux journaux qui appartiennent à M. Bernard Arnault n'en ont pas parlé, Les Échos et Le Parisien. Eh bien, les sociétés de journalistes des Échos et du Parisien ont protesté. Et elles ont rejoint la protestation globale. Tout comme sur la DGSI et la convocation de notre consoeur du Monde qui faisait suite à Disclose, qui faisait suite à Mediapart, il y a eu un point commun. Il faut se battre. La clé est se battre. Il faut se battre et accepter d'être descendu de l'estrade, d'être critiqué, d'être discuté, de rendre compte. Ça a l'air tout bête, mais par exemple, Mediapart est un journal où vous avez tous les comptes, chaque année. Vous connaissez tout l'actionnariat, il est transparent. L'actionnariat, il y a toujours Niel chez vous. Mais ça, je la reprends c'est le bouteillon je ne sais pas pourquoi Brand Branco a voulu faire une fixette là-dessus. C'est très simple, hein. Tout ça est public depuis le début, il n'y a aucun scoop. Tout ça va être dénoué d'ailleurs cette année. Mediapart a une société des amis qui a été créée, inventée en 2008. Ce n'était pas le Niel d'aujourd'hui. C'était le Niel que connaissait Laurent Chemla, figure que vous connaissez, c'était le Niel d'avant le basculement dans l'oligarchie totale. Et donc, il est un des 88 contributeurs à la société des amis de Mediapart, dans lesquels il y a des gens comme vous et moi, etc. Et le reste, comme vous savez, c'est le pôle d'indépendance, c'est nous, les fondateurs, la société des salariés. Tout ça va être débouclé cette année pour le rachat de tout le capital de Mediapart par une société à but non lucratif. Donc, et évidemment, je le rappelle à chaque fois, quand Niel a pris Le Monde et qu'il a pris Free, à la fois, qu'a fait Mediapart ? On a fait une enquête de 5 volets de Martine Orange et Laurent Mauduit qui sont vraiment costaud et qui n'a pas du tout plu à M. Niel. Et on a fait notre boulot, comme on le fait toujours. Bon. Donc, je regrette ça parce que ça a beaucoup troublé beaucoup de gens, puisque le livre de Branco a un gros succès. Et au lieu de rassembler des forces, ça crée des polémiques inutiles. Je veux dire, vraiment, s'il y a un journal qui n'est pas à la main des oligarques, les révélations sur Bernard Arnault, je le répète cette semaine, elles sont où ? Elles sont sur Mediapart. Donc voilà, et on fait notre boulot. Donc je reviens, la transparence sur tout ce qu'on fait, le fait de rendre compte. Il y a des moments dans l'histoire de Mediapart, depuis 11 ans, où des traitements de Mediapart, des révélations de Mediapart, des prises de position parfois de Mediapart n'ont pas plu à une partie de nos lecteurs. Certains ont dit, du coup, je me désabonne. D'autres ont dit, je reste parce que vos infos me plaisent bien, mais ça, c'est pas bien. Ils s'expriment. Dans Mediapart, vous pouvez trouver des billets de blog qui critiquent le directeur de Mediapart, qui critiquent... Voilà, c'est possible, ça. C'est-à-dire, je dis ça parce que, vous savez, on parle aujourd'hui. Regardez la régression, la contre-réforme. Libération, plus de commentaires. Il n'y a pas de commentaires sur Libération. Depuis 1 an, tout le monde a oublié, mais on ne peut plus commenter un article sur Libération. Il n'y a plus que 40 blogs qui sont que des blogs professionnels invités. Il n'y a pas de blog d'abonnés de Libération. Le Monde, commenté, seulement 3 commentaires par article, de 500 signes maximum, soit au total 1500 signes, et ils sont filtrés a priori par une société de prestataires dont les personnels sont au Maroc. Alors, même si j'ai quelques problèmes avec Le Monde, parce qu'on se taquine un peu, je pense qu'on peut mettre plus de commentaires sur les articles du Monde, mais il faut être abonné. Non, même en étant abonné. C'est 3 commentaires. On ne peut commenter que qu'en étant abonné. Ouais. C'est fini, il faut être abonné. Et je l'ai fait pour essayer de répondre parfois, préciser des choses sur des articles concernés Mediapart. Je répète, seulement 3 commentaires de 500 signes maximum. C'est modéré
en dehors du monde, pas par des journalistes. Donc votre commentaire numéro 3, s'il suivait le raisonnement du commentaire numéro 2, pouvez vous retrouver au fait qu'il soit publié avant le numéro 2. C'est incompréhensible. Mais mieux que ça, Le Monde a annoncé que le 5 juin, là, ils ferment tous les blogs de tous leurs abonnés. Et ils suppriment tous les contenus. Et ils ne gardent que des blogs invités. Que des blogs invités. Que des blogs invités. C'est-à-dire des blogs de VIP, voilà, hein, les sachants. Les sachants. Qui respectent la ligne éditoriale. Les sachants. C'est fini. Vous ne pouvez plus. Et ils viennent de sortir une nouvelle charte de participation plus raide. Voilà. Aujourd'hui, je le redis parce que c'est une vraie bataille. Nous, on s'appelle Mediapart parce que média participatif. On est aujourd'hui le seul journal d'information politique et générale qui est au cœur quand même maintenant, avec 160 000 abonnés par rapport à réellement individuel payant. J'ouvre une parenthèse, vous gagnez combien ? On gagne combien ? Vous gagnez combien ? Moi, mon salaire est public. Mon salaire net, avant impôt, c'est 6 000 €. Hein. Et au total, la hiérarchie des salaires à Mediapart, donc ça fait 7 700 bruts. Hein. La hiérarchie des salaires à Mediapart est de 1 à 3,8 aujourd'hui. De 1 à 3,8, il y a 87 salariés. Et Mediapart est une entreprise profitable qui va de fait être contrôlée par ses salariés, encore plus avec le progressif départ des fondateurs. Voilà. Non, on a essayé à Mediapart d'avoir un mode aussi de gestion où on ne fait pas les fous. Où c'est très bien hein, de gagner en gagnant 6 000 € net. Hein. Je suis un privilégié, je suis au-dessus du lot. Voilà. Je sais évidemment qu'à mon âge et avec une histoire professionnelle comme la mienne, j'aurais pu... Voilà, mais non. J'ai vu des journaux où plus les journaux étaient en crise, plus arrivaient des cadres qui disaient « pour gérer ta crise, je me paye » et qui faisaient exploser des salaires, mais de malades, quoi. C'est pas normal. Il y a un conseil de déontologie chez Mediapart ? Il y a une charte de déontologie qui est en accès libre. Il y a des déclarations d'intérêt dans chaque biographie des journalistes, puisqu'on dénonce les conflits d'intérêts des autres. Eh ben, nous, on doit déclarer nos intérêts. La charte de déontologie, vous pouvez la trouver en ligne. Il y a une charte de participation aussi pour ceux qui contribuent. Il y a évidemment les organes sociaux normaux. Il y a une société des journalistes. Il y a un fonctionnement horizontal. Nous avons été en pointe avec notamment le travail de Lénaïque Bredou sur les violences sexuelles. L'affaire Baupin et plein d'autres. Elle vient encore de faire une enquête sur les violences sexuelles à l'université. Évidemment, la Ligue du LOL, évidemment, d'autres univers, Luc Besson, le cinéma, etc. Et ben, du coup, toutes ces enquêtes nous ont amenés à discuter en interne. Est-ce que nous, on est au clair là-dessus ? Est-ce qu'il y a des alertes sur des situations de harcèlement à libérer la parole chez nous aussi, à prendre parfois des décisions douloureuses ? On l'a fait. On l'a fait d'emblée, hein, on s'est dit, on ne peut pas pratiquer ça et ne pas... C'est ce que je dis sur la transparence, ça a l'air bête ça, mais vous ne pouvez pas à la fois dire, je suis un journalisme d'enquête, je révèle ce qu'on fait de l'argent public, je révèle s'il y a des conflits d'intérêts sans vous dire, je suis un journal, je dis à mes lecteurs, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, je dois leur rendre des comptes. Ils doivent pouvoir tout savoir sur ce qu'on fait. Revenons à notre leader politique Emmanuel Macron. Oui. Qui cause sur YouTube en même temps, mais on est en train de le battre. Là, normalement, il a fini. Là, il a fini, c'était court alors. Il était chez un youtubeur facilement gérable. Oui. Oui, c'est ce que les communicants disent. Hein, qu'on est facile à gérer, c'est que là, on peut s'arranger. Hein. Me faites pas perdre mon fil, ok ? Donc... Macron, Castaner qui fait une fake news devant tout le monde avec l'hôpital de la Salpêtrière. Le tribunal dit Castaner ne fait pas de fake news. On fait comment pour combattre ça ? Est-ce que Alors, les députés qui ont fait ça, ils ont fait ça pour montrer que cette loi était foireuse. Parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que je suis contre cette loi. Donc, je ne vais pas demander... Pourquoi vous êtes contre la loi fake news ? Ah, mais c'est une loi contre la liberté de la presse, comme la loi sur le secret des affaires. Ostraciser ceux qui mais c'est une loi... Vous vous rendez compte, dans notre monde actuel, la première priorité du président de la République a été de demander une loi sur les fausses nouvelles en période électorale. Peur de faire manipuler par une puissance étrangère. Voilà, ils disent, c'est les bots russes, ils vont faire, etc. Donc nous les journalistes, on leur dit quoi ? On dit, vous nous dites que c'est les bots russes, que c'est ceci, et que ça ne concerne pas notre travail ? Alors il suffit que vous l'écriviez.
Il suffit que ça ne concerne pas le travail normal d'information des journalistes qui relève de la loi de 1881. Et pas un juge seul, qui en référé en 24 heures va dire c'est faux ou vrai. Donc nous, on leur dit inscrivez-le dans la loi. C'est curieux, ils n'ont pas voulu l'inscrire. Alors je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous la présidentielle de 2012. Il y a 15 jours entre le premier et le deuxième tour. Le samedi du milieu. Sortez une petite affaire. On sort le document libyen, le financement de Sarkozy. On le sort là, pas parce qu'on attendait un calendrier électoral, parce que c'était prêt. Ah non, nous on est comme des cuisiniers. Je me fais l'avocat du diable. Non, bien sûr, mais on ne va pas faire du réchauffé dans un four à micro-ondes. Hein. Donc, quand c'est prêt, ça sort. Il se trouve, ça c'est sorti là. Alors, on a eu cette discussion, j'avais dit, si je le gère politiquement, je pourrais être accusé, dans un sens ou dans l'autre, d'avoir instrumentalisé cette info. Donc, je la sors quand elle est prête. Que dit M. Sarkozy? Fake news. Faux et usage de faux. Il aurait eu cette loi référée. 24 heures, ça saute. Référée. Et à l'époque, Mediapart est en avance sur tout le monde. Toute la presse dit ce document, ça n'a pas l'air de document libyen. Oh non. C'est pas qu'ils font la fine bouche. Ils nous cassent, quoi. Ils nous cassent. Hein, ils nous regardent de haut. On était en 2012. Depuis, Mediapart est plus respecté par la profession. Donc, la profession n'y croit pas. Il n'y a jamais de solidarité entre votre profession. Regardez, je vous ai parlé de ces solidarités qui existent. Ça se construit si les journalistes se battent. Le courage est contagieux. Si on se bat, on donne l'exemple, même si on se fait taper, même si on est parfois vaincu, déçu, ça aide les autres à se battre. Voilà. Et qu'on soit au Figaro, à BFM, à TF1 ou ailleurs, on doit se battre pour l'honneur de son métier. On n'est pas au service du patron, on n'est pas au service du pouvoir, on est au service des citoyens. Donc je reviens sur l'histoire. Donc, rendez-vous compte, cette loi aurait existé, Sarkozy réussissait à tuer, par une décision d'un magistrat, et l'affaire Bismuth vous prouve que parfois, c'est le pseudo qu'il a pris comme dans les histoires un peu mafieuses pour essayer d'instrumentaliser la justice dans des coups de fil, eh bien, le magistrat disait, non, voilà, parce que quand même, il y a eu 4 ans d'information judiciaire pour authentifier le document, d'expertise, en 24 heures, vous ne le faisiez pas. Et nous, on n'avait pas de témoins. Vous voyez le bordel libyen à l'époque à sortir. Ça ne se faisait pas en 24 heures. Donc, ils pouvaient, en 24 heures, tuer l'info. En 24 heures, tuer l'info. Donc, s'ils ne l'ont pas voulu mettre que ça ne concernait pas les journalistes professionnels, c'est bien pour ça qu'ils ont cette arrière-pensée. Et du coup, eux peuvent faire des fausses nouvelles, comme M. Trump n'arrête pas d'en faire, mais Castaner, c'est énorme, mais il n'y a pas que Castaner. Regardez comment Mme Nathalie Loiseau, leur tête de liste, a réagi sur nos infos légitimes. Le passé de quelqu'un qui est en politique, c'est normal qu'on s'y intéresse. On s'est intéressé, et c'est moi qui ai fait ça au Monde, au passé de François Mitterrand, quand il était d'extrême droite ou sous l'occupation. On s'est intéressé, et c'est aussi moi qui avais fait ça, au passé caché trotskiste de Lionel Jospin. On a fait tout ça. Donc on raconte qu'en effet, elle a copiné, engagé, accepté sur une liste de droite extrême et d'extrême droite à Sciences Po dans sa jeunesse. Il suffisait qu'elle reconnaisse. Il ne fallait pas qu'elle nie. Or, elle a nié. Et puis après, elle s'est emberlificotée et du coup, elle m'a traité de maoïste. Je ne vois pas ce rapport. Vous voyez, la dégradation du débat politique, la haine du journalisme. Nous, on fait notre travail. Il n'y a pas besoin de nous donner des noms d'oiseaux. Moi, je n'insulte pas. Madame Loiseau, en l'occurrence. Je n'insulte pas les politiques, je le traite pas, je respecte leur travail. Mais c'est ça une culture démocratique. Il faut accepter la légitimité des uns et des autres. Donc, je continue parce que le truc était énorme de Castaner et on l'a tout de suite montré. Et on a montré que, vous avez vu que le mensonge sur la pitié, c'était un mensonge comme les poupées gigognes, puisqu'on a terminé par le fait que le vrai scandale qu'on a voulu étouffer, c'est que les policiers sont rentrés, y compris dans une résidence universitaire. Où ils ont tapé un étudiant qui n'osait pas porter plainte. Il n'avait pas la bonne couleur. Il n'avait pas la bonne couleur. Donc du coup, on s'efface, etc. Mais on a montré la vidéo. Et les voltigeurs qui ont été recréés à l'époque, c'est ces unités mixtes, celles qui ont provoqué le résultat, la mort de Malik Oussekine. Et donc, je continue parce que vous voyez, l'autre loi qui a fait passer ce pouvoir, qui est aussi une loi contre la liberté de la presse, c'est la loi sur le secret des affaires.
qui n'était pas, contrairement, ils ont toujours, ils instrumentalisent l'Europe. C'est eux qui font le discours de discrédit de l'Europe. Parce que pour faire cette loi, ils ont dit l'Europe nous y oblige. On a regardé, c'est pas vrai. Il y a une directive très discutable sur le secret des affaires au niveau européen, mais elle n'obligeait pas à faire tout de suite une loi en France. Et ils ont fait une loi qui va au-delà. La loi dit que le secret des affaires des entreprises, elle le définit comment? Est secret ce que l'entreprise a dit que c'est secret. C'est intéressant, ça. C'est une définition tautologique. Et elle confie au tribunal de commerce, ça n'a rien à voir avec la presse, tribunal de commerce, c'est le business avec parfois des choses un peu bizarres, le droit d'être saisi en disant, tiens, Mediapart révèle des choses qui viennent du conseil d'administration, qui viennent, etc. Eh bien, c'est un tribunal de commerce qui va trancher là-dessus. Pareil, on leur a dit, ils nous ont dit, c'est les Chinois. Là, ce n'était pas les Russes, c'est les Chinois, c'est l'espionnage économique chinois. On dit très bien, dites que ça ne concerne pas le travail normal, légitime, la liberté fondamentale, le droit de savoir, la liberté d'information des citoyens. Ils n'ont pas voulu le mettre. Pourquoi? Parce que, évidemment, que ça sert à protéger les intérêts dont ils sont aujourd'hui dépendants. Tous ces lobbies économiques, ce qui a provoqué la démission de Nicolas Hulot, tout ce qu'on sait, c'est-à-dire la présence des lobbies au cœur du pouvoir. Et vous en avez eu une preuve quand il y a eu ces révélations sur un scandale pharmaceutique, sur les implants, etc., où le secret des affaires a été évoqué. Et vous vous rendez compte, c'est pour montrer notre travail. Une grande entreprise, en secret, prépare un grand plan de licenciement en mentant aux organisations syndicales. Nous obtenons les documents. C'est d'intérêt public. C'est la vie de travailleurs qui est concernée. Et donc, le secret des affaires ne vaut pas dans ce cas-là. Parce que ça veut dire qu'on utilise ce secret en le privatisant et au détriment de personnes. Donc, et ça, on doit en rendre compte si on nous poursuit, encore une fois, dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. Et donc, vous voyez, plein d'affaires que Mediapart a sorties concernent le business. Donc là, on est 33e rang sur la liberté de la presse selon reportage. Même pas 34e, là, 33. Je me demande si c'est pas 34e à un moment. Mais on va dire 33, mais 33, 34 l'année prochaine. Oui. La Suisse est 6e. Oui. Avec toutes ces affaires de violences policières, de perquisitions, de tirs de LBD sur les journalistes, de garde à vue préventive et des choses comme ça, le droit de la presse, il est encore assuré? C'est la question. C'est ce que je voudrais vraiment dire à tous. Est-ce qu'on cible vraiment les... Justement, c'est ce que je voudrais dire. Vous m'avez posé la question tout à l'heure sur la confiance. Dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que si on dit c'est la presse, on va dire c'est un truc corpo. Vous voyez? C'est les journalistes qui se battent pour les journalistes. C'est tout le monde. Et moi, ce n'est pas mon problème, là. Parce que le journalisme est aussi un champ de bataille. Moi, je me bats contre un certain journaliste de gouvernement, une presse de préfecture. Voilà, tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup des comme ça, non? Il y a une bataille. Oui, voilà, on se bat. On se bat dans toutes sortes de milieux professionnels. Ce que je veux dire, c'est que nous, notre métier est au cœur d'un droit qui vous appartient. C'est pour ça que, encore une fois, la critique du journalisme est légitime. La haine des médias et du journaliste, ça c'est autre chose. Quand vous les mettez tous en bloc, quand vous les cognez, quand vous les frappez, ça c'est autre chose. Parce que là, vous vous attaquez vous-même. Vous vous attaquez vous-même. Et sincèrement, quel est l'enjeu derrière ça? Et je vous le redis, les apporteurs de vérité de fait, ces informations, sont vus par des pouvoirs autoritaires comme plus dangereux que les opposants politiques. Quand Erdogan fait son coup de force en Turquie, les premiers qui frappent, c'est des journalistes. C'est des journalistes qu'il criminalise, et y compris pour certains, il les condamne, il les fait condamner à de la perpétuité. Et donc c'est vraiment la question de la culture démocratique. Question d'Internet, y a-t-il suffisamment de pluralisme dans la caste des journalistes? Moi, je ne dirais pas la caste. On est des travailleurs de l'information. La caste, vous savez, il y a beaucoup de journalistes, ils gagnent, ils marnent, ils ont des idéaux, ils les défendent, ils essayent de faire au mieux, ils sont syndiqués. Ils reçoivent des commandes. Oui, mais aussi, des fois, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est quand même, il y a des travailleurs et des travailleuses de l'information. Il y en a encore. Voilà. Oui, il y en a a plein. Question d'Internet. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, si on dit la caste, on fait un bloc comme ça, et on tombe, à mon avis, dans comment dire, pas dans le bon chemin de la bataille. Alors, je vous entends tout à fait. Allez-y. Mais
on sent le public qui a cette sensation de trahison de son quatrième pouvoir, de cette politique de cours, de ce journaliste qui reste sous le robinet de l'information, du politique, de ce journaliste qui serre la main avant l'entrée d'Emmanuel Macron. Oui, mais je comprends, mais vous vous adressez à la mauvaise adresse. Moi, nous, le succès de Mediapart. C'est parce que les autres faisaient pas leur boulot. Leur succès de Mediapart, c'est de montrer que si on fait ce chemin-là, si on donne le moyen de l'indépendance, tout en n'étant pas démagogue, nous on fait notre travail, et j'assume parfois que si certaines informations dérangent une partie de nos lecteurs, elles sont, je ne vais pas cacher des informations qui dérangent une partie parce qu'elles plaisent à d'autres, et ainsi de suite. Bon, donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on construit la confiance. Vous savez, en plein mouvement Gilets jaunes, certes, il y a eu des incidents. On va parler des Gilets jaunes parce qu'on va encore nous accuser de surfer sur les Gilets jaunes. Mais non, nous, on parle des Gilets jaunes. Nous, on n'arrête pas de parler des Gilets jaunes ici. On continue. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la perquisition ? Il y a eu une manifestation spontanée de Gilets jaunes au pied de Mediapart. Donc la confiance, elle est là. Moi, je tourne beaucoup autour. J'ai fait un bouquin à partir du travail de Mediapart sur les Gilets jaunes, La victoire des vaincus. On a un film qui est sorti qui montre le travail de Mediapart qui s'appelle Depuis Mediapart. Les salles sont pleines, il y a 500, 200, 300 personnes, il y a des débats, on est là, on discute. Le décodex. Oui. C'est bien le décodex, c'est pas bien ? Décodex, et puis... il y a NewsGuard, là, il y a celui qui existe à Libé, et celui Check News à Libé, Décodex c'est Le Monde, etc. Alors, comment dire, c'est très ambigu. C'est ambigu, parce que c'est un côté, d'abord, maintenant, avant de produire des infos, on va s'occuper de vérifier les infos des autres. Bon, c'est utile, ça permet des mises au point, et ceux qui font ça le font très sérieusement, plutôt, et de manière très précise. Ça permet notamment de montrer que le pouvoir raconte souvent n'importe quoi. Une des ambiguïtés pour moi, c'est que dans les médias en question, c'est payé par qui ? Facebook. Par Facebook. C'est-à-dire, c'est tout le problème de la dépendance des GAFA, c'est-à-dire d'un part, il y a les aides publiques à la presse que nous refusons, et qui est un scandale. Le premier bénéficiaire, c'est le groupe de Bernard Arnault, le deuxième, c'est M. Drahi, le troisième, c'est les autres, Niel et d'autres. Ils sont riches, il n'y a pas de raison qu'ils reçoivent des subventions directes pour leurs journaux, ils n'ont qu'à mettre de leur poche. Et par ailleurs, c'est cumulé avec le fait que les GAFA, Google et Facebook et d'autres, font des aides pour faire passer le fait qu'ils ne payent pas tout à fait leurs impôts, quand même. C'est ça la réalité. Donc moi, je n'aime pas trop cette dépendance. Mais en clair, et je n'aime pas, comment dire, là, il y a un vrai débat. Facebook, c'est le piège. Tout le monde l'utilise, mais c'est le piège. Facebook, vous êtes le produit. Facebook, l'algorithme vous calcule en fonction des opinions, pas des infos. Ils ont créé un monstre. Et d'ailleurs, on l'a vu, trafic des données, Cambridge Analytica, campagne Trump et tout. C'est ça le vrai scandale, en l'occurrence. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Maintenant, ils appellent eux-mêmes au secours les États. Facebook, Mark Zuckerberg, il va voir les États. Aidez-nous à contrôler tout ça. Et donc, il y a une alliance entre ces monstres économiques et les États pour le contrôle de tout ça. Et en l'occurrence, je vais peut-être vous surprendre quand j'insiste tant sur le côté participatif de Mediapart, c'est pour vous dire que nous, parmi nos projets fous, après avoir installé Mediapart comme un journal indépendant avec son côté Robin des Bois de l'investigation, c'est dire quittez Facebook, venez à Mediapart. C'est un réseau social, Mediapart. Vous n'aurez pas d'algorithme, vous n'aurez pas de pub, vous ne serez pas le produit, vous ne serez pas piégé. Alors, on a du travail pour que ce soit techniquement au point, mais là il y a une vraie bataille sur la crise de cet univers. Je voudrais qu'on revienne sur l'uniformisation de la presse, l'unanimisme de la presse sur certains sujets. Je vais vous donner comme exemple Trump, l'élection de Trump. Tous les médias, 95% des médias nous disaient qu'il n'allait pas remporter et que c'était Clinton qui allait le remporter. Ils se sont lamentablement plantés. Comment vous expliquez ça ? C'est parce qu'ils sont dans leur bocal, ils sont tous à se relayer, ils font de la propagande, ils travaillent pour des intérêts autres. Non, je pense que ça, c'est aussi vieux que la presse. Simplement, on le voit. On le voit. Pourquoi ? Parce que c'est tout l'enjeu. Tout ce que nous utilisons là, qui est récent entre nous.
il y a une décennie de massification de tous les instruments dont nous parlons. Mediapart se crée en 2008, c'est l'année où Facebook et YouTube et Twitter commencent à exploser. Le smartphone, il est créé en 2007. Les tablettes n'existaient pas, le crowdfunding n'existait pas encore. Donc nous avons une grosse décennie. Il y a eu une décennie les hackers, les pionniers, ceux qui faisaient du code. Il y a eu une deuxième décennie avec l'idée, ça y est, on va conquérir. Et là, on est dans le temps du backlash, la contre-réforme. Et on voit d'autres dispositifs. Donc on est dans le temps d'une bataille. Toute révolution technologique appelle une révolution démocratique. C'était le cas avec la machine à vapeur, c'était le cas avec l'électricité, qui ont toutes été des révolutions aussi de l'information. La cécité des journalistes sur la campagne de Trump. Oui, mais j'y reviens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette horizontalité, cette immédiateté, ce temps réel, le fait qu'il y ait du suivisme journalistique, le fait qu'il y ait du conformisme journalistique, le fait que l'idéologie dominante soit toujours peu ou prou dominante, que ce soit en Chine, que ce soit à Moscou, et que ce soit ailleurs, attention, c'est partout. Vous le voyez, donc vous vous dites, c'est pas possible, il nous faut l'alternative, il nous faut le pluralisme. C'est cette bataille qu'il faut mener. Il ne faut pas se plaindre. En clair, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de complot, il n'y a pas une main qui manipule tout ça derrière. Il y a nous, comment on se bat. Il faut aider la presse indépendante. Il y a quand même une upper class qui a des intérêts, qui... Bien sûr qu'il y a une lutte des classes. Bien sûr qu'il y a une lutte des classes. Mais aujourd'hui, et les Gilets jaunes nous l'ont rappelé, la vérité, c'est qu'il y a surtout, en 30 ans, une toute petite minorité qui est au cœur aujourd'hui du pouvoir économique et du pouvoir politique, qui a capté tout ça. Bon, et que c'est intenable, c'est insupportable. Moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois plutôt l'inverse. Je vois que nous, Mediapart, on ne s'est pas trop trompé. Je vois que les Gilets jaunes, nous, on a tout de suite compris. Nous aussi. Oui, d'accord. Donc on est nombreux. Donc moi, je vois plutôt cette bouteille-là, à regarder en haut, se taper le mur. Non, on se bat. On trace notre route, quand même. On va les laisser, traçons notre route, accélérons. Créons des solidarités, créons des causes communes, de l'égalité. C'est ça qu'il faut faire. Se lamenter, être dans le ressentiment, qui est une bataille, bien sûr. Que les idéaux démocratiques et sociaux... Pas de vengeance. La vengeance et le ressentiment n'ont jamais été de bons conseils. Il faut de l'élévation. C'est la leçon des Gilets jaunes pour moi, c'est l'élévation, la hauteur. Sur les ronds-points, on ne demande pas aux gens d'où ils viennent, on ne demande pas où ils ont voté. Le tutoiement est de rigueur. Et on commence à discuter. Et on discute de quoi ? De qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et qu'est-ce qui se passe ? Même si des gens viennent avec leurs préjugés, même si des gens avaient voté à l'extrême droite, tout d'un coup, il se passe autre chose. Et on n'entend plus parler, de quoi ? Des migrants. Hop, ils n'en parlent pas. On n'entend plus parler, des musulmans. Hop, ils n'en parlent pas. Tout l'agenda avec lequel on nous pourrit la tête, le bouc émissaire, la diversion. Et on parle de quoi ? Des questions démocratiques et sociales. Et c'est comme ça que se font des politisations authentiques du côté de la démocratie. Vous y croyez encore ? Mais je crois, il y a la seule chose qu'on peut prédire, c'est la lutte. Il faut se battre. Autrement, à quoi ça sert d'avoir vécu ? Alors, est-ce qu'il faut voter dimanche ? Question d'Internet. Moi, je n'ai aucune consigne à donner de cet ordre. Est-ce que vous votez ? Moi, personnellement, je dis jamais ce que je fais. Pourquoi ? Parce que je suis le président de Mediapart. Donc, si je dis quelque chose, on dira Mediapart dit quelque chose. Donc, voilà. À Mediapart, je peux vous dire, les débats ont lieu dans la rédaction. Il y en a qui s'abstiennent. Il y en a qui s'abstiennent. Il y en a qui vont voter Brossa. Il y en a qui vont voter Insoumis. Il y en a qui vont voter Jadot. Alors, ceux qui votent Jadot, ils disent non, je vote Damien Carême, etc. Voilà, parce que la diversité de la liste, chacun voit ce qu'il veut. Ceux qui votent Insoumis disent ah non, je vote pas Insoumis, mais Manon Aubry, parce que c'est une tête nouvelle et qu'en revanche Mélenchon, son sectarisme m'énerve parfois. Ceux qui votent Brossa, ils disent forcément, je suis pas forcément proche du PC, mais Brossa a fait une très bonne campagne, etc. Bon, il y a une grande diversité comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'autant que je sache, à Mediapart, ça ne vote pas à Front National et ça ne vote pas En Marche. Personne n'est parfait. Cette narration, il y a vraiment une presse qui perpétue une narration qui nous raconte cette petite histoire
de la fuite en avant du capitalisme et qu'il faut vraiment continuer à travailler à fond parce que c'est le seul chemin. Est-ce que vous croyez réellement que des petits médias comme le vôtre ou comme d'autres médias sur Internet peuvent proposer une alternative à cette narration, ce rouleau compresseur, ou c'est pas possible? D'abord, je pense qu'ils y croient de moins en moins à leur narration, parce que ils voient combien, quand même, la montre tourne. L'urgence climatique, et regardez, c'était aujourd'hui une marche mondiale, les jeunes collégiens, les plus jeunes montrent le chemin. Qu'est-ce que dit le GIEC? Il nous reste 11 ans. Et qu'est-ce que dit Hulot, qui n'est pas un révolutionnaire quand il démissionne? Il dit cette politique économique, elle ne va pas avec ça. C'est pas possible. Bon. Donc, ils sont beaucoup à croire de moins en moins. La crise est en leur sein. Simplement, il y a une tête d'épingle qui s'en fout, qui ne pense qu'à l'immédiat, l'avoir et le pouvoir. Tant que je dure, c'est Carlos Ghosn. Quand j'ai mes 5 maisons dans le monde entier, payées sur la bête, grâce à la boîte, mon jet privé, et je mets tout le monde au boulot, mais moi je ne croise jamais les gens. J'ai fait un article la semaine dernière pour rappeler les chiffres. Aujourd'hui, il y a une sécession des classes dirigeantes. Elles ne croisent plus le peuple. Elles ne le rencontrent plus, ni là où elles habitent, ni là où elles vont à l'école, ni dans leurs loisirs. Donc, ils sont dans leur bulle, mais d'une certaine manière, dans leur bulle, ils peuvent y croire, mais quand ils vont dans la société réelle, et c'est ce qui leur a pété à la figure avec les Gilets jaunes, ils voient un monde qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, on n'est pas petit. On n'est pas petit. Mediapart, en 11 ans, on est au cœur du système médiatique. C'est quoi la vérité des chiffres? Libération sur tout support. Papier, numérique. Chiffres réels, pas les achats en nombre qui sont dans les avions, qui sont bradés pour l'audience. C'est 50 000, nous c'est 160 000. Le Monde et le Figaro, chiffres réels, ils bluffent un peu en bradant les abonnements numériques, c'est 240, 250, on est à plus de la moitié. Et notre agenda est au cœur du débat public. Alors, je ne dis pas ça pour jouer les biceps, c'est pas ça du tout. Je dis juste que il n'y a pas de fatalité. Y compris sur le terrain de l'information, il n'y a pas de fatalité. Et notre succès fait bouger, donne du courage à des gens qui sont dans ces journaux et qui du coup se battent, se mettent en mouvement. Quand Libération titre en première page « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron », c'est à la presse de faire ça? Quand il y a toute cette presse qui se synchronise pour mettre la tête de Macron un peu partout. C'est un débat qui a traversé nos lecteurs. Comme vous le savez, Mediapart a reçu Macron avant le second tour. Et nous-mêmes, on a dit qu'on ne votait pas pour le Front National. Bon. Avant le premier tour, beaucoup de gens l'ont oublié. J'ai écrit que pour moi, le second tour qui est de nos voeux, c'était un second tour Mélenchon-Macron. Pour moi, Fillon était déconsidéré, évidemment, au-delà de ses positions politiques par l'affaire de corruption, de fait qui le concernait, et l'extrême droite, raciste, xénophobe, sans éthique, sans morale. Les affaires d'argent sont aussi très présentes au Front National, il faut le rappeler. Et dans les autres partis? Oui, mais le Front National, attention, il prétend raser tout propre, laver tout propre, ils vivent sur la bête. C'était le papa, c'est la fille, je ne sais pas ce qu'il en sera de la petite fille, mais quand même, on a fait le bilan. Aujourd'hui, c'est un article sur Mediapart. Au fond, désolé, mais la présence au Parlement européen a servi qu'à faire du fric. Et pas à faire du travail, travail parlementaire. Donc c'est un vieux parti, c'est pas de la jeune politique nouvelle. Donc je dis ça. Donc ça rapporte combien d'être au Parlement européen pour le chiffre exact, je sais pas, mais ça c'est bien sûr. Mais comme d'être parlementaire, j'ai oublié ça. Mais je dirais une bêtise. Mais être parlementaire, c'est bien payé. Et moi je ne critique pas ça. Ça a un coût la démocratie, mais à condition qu'on l'utilise pour ce travail-là. Pas pour son parti de manière partisane, soit personnel. Nous, on a révélé l'utilisation des frais des députés et des sénateurs. C'est nous, Mediapart, qui avons révélé ça. Et en Grande-Bretagne, c'est là la culture démocratique. Et nous sommes tous comptables de la culture démocratique. En Grande-Bretagne, les mêmes révélations étaient faites. Les parlementaires qui ont été pris la main dans le sac, ne serait-ce que pour 15 000 à 20 000 euros de frais qu'ils avaient utilisés pour eux, ils ont disparu de la circulation. Certains ont même fait de la prison. 6 mois de prison pour l'un d'entre eux, assez connu, pour 19 000 euros. Pour 19 000 euros. Ça n'a pas fait un pli. Culturellement, on dit, si vous êtes élu et que vous utilisez de l'argent public à des fins privées, paf. Et on ne discute pas.
Ça ne met pas des années jusqu'à ce qu'il y ait le procès Balkany, etc. Ou ça ne met pas des années de bataille sur beaucoup d'affaires qui minent la confiance dans la démocratie. La démocratie, c'est une culture. Est-ce qu'on est réellement en démocratie en France ? On est dans une démocratie de faible intensité, mais pour une raison dont nous sommes tous responsables. Le fait que nous acceptions le présidentialisme. Ça, c'est un des combats fondateurs de Mediapart, nourri par notre travail d'enquête. Nous devrions être une démocratie délibérative, parlementaire, participative. Cette idée archaïque qu'une seule personne rafle tout au second tour de la présidentielle et dit pendant 5 ans aujourd'hui, 7 ans hier, circuler, il n'y a rien à voir, qui, au fond, la volonté de tous est confisquée par le pouvoir d'un seul. Et pour moi, la belle surprise des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui a posé aussi cette question. Les politiques ont confisqué les institutions ? Mais pas les politiques, il y a des gens bien dans les politiques. Il y a des, pareil, il ne faut pas dire les journalistes, il ne faut pas dire les politiques. Mais par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui parfois suivent leurs principes, leur liberté. Mais regardez, au moment de la déchéance de nationalité, il y en a certains qui se sont levés. Sur l'état d'urgence, il y en a certains qui se sont levés. Regardez même sur l'affaire Benalla, les sénateurs qui font leur travail d'enquête sur l'affaire Benalla. Regardez Jacques Toubon, qui a été un politicien de droite, et regardez-le en défenseur des droits aujourd'hui. Et c'est impeccable ce qu'il fait. Donc, ne dites pas les politiques, ne dites pas les journalistes. Non, mais très bien, non, je dis à ceux que ça, les journalistes. Voilà, c'est comme si on crée de l'extériorité. Alors que ça. Mais je reviens sur le présidentialisme. Et c'est tout le problème. Regardez la dispersion des listes de gauche pour ces européennes. Elles vont toutes vous raconter un film différent. Mais la clé, c'est les présidentielles. Quelle grande différence y a-t-il, sincèrement, au niveau européen ? Niveau d'un débat européen où menacent ces droites nationalistes, etc., sur l'urgence climatique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence du combat contre l'évasion fiscale, et je pourrais ajouter l'urgence de la démocratisation de l'Europe elle-même. Si vous prenez ces éléments-là, trouvez-moi des différences radicales, rédhibitoires, entre la liste Brossat, PC, Aubry, France Insoumise, Hamon, Génération, Europe Écologie. Françoise Linault ? Non, pour François Asselineau, le Brexit, le Frexit. Non, moi je suis internationaliste. Et Mediapart, on est internationaliste. Vous m'avez demandé des différences. Il y a la liste Asselineau. Non, mais lui, je ne le mets pas dans les listes de gauche. Lui, il vient de la droite et il est profondément. Et sur les migrants, vous savez, nous, on a des principes. Nous, on défend des principes. Des principes. Et les principes, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Désolé, nous naissons libres et égaux en droit. Et parmi les droits, il y a le droit de se déplacer. Il y a un hasard malheureux de la naissance. On a le droit de choisir son pays de résidence. Et donc, toutes les forces xénophobes qui veulent que les nations ou que l'Europe elle-même soient une clôture et une fermeture, sont d'un autre côté. Je parlais de gens qui partagent des idéaux démocratiques, sociaux, humanistes. Et y compris une partie de la liste socialiste dans le discours qu'en fait Glucksmann. La quoi ? La liste socialiste de Glucksmann. Ça existe encore, le Parti socialiste ? C'est leur nom. C'est leur nom. Moi, après, vous pouvez dire Glucksmann, que c'est il pas... est socialiste ? Mais il est Glucksmann. Mais moi, je regarde... Moi, sincèrement, je suis non-croyant. Vous n'avez pas d'amis imaginaires. Non, mais... et je ne suis pas... Je dis juste l'irresponsabilité de ces gens. Il faut croire ce qu'on raconte. Ce qu'ils racontent tous c'est pas fait à sur dessein. L'urgence. Non, mais moi, je ne suis pas dans leur tête. Je dis juste sur l'urgence. Imaginez qu'il se soit dit quand même, après le paquet d'eau de mer pris il y a 2 ans, l'extrême droite, au 2e tour quand même, et Macron qui arrive dans son chamboule-tout et qui rafle tout, avec 18% des inscrits au 1er tour. Comment ces gens-là n'ont pas pu se mettre autour d'une table, dire « arrêtons de déconner ». Ok, on a nos partis, on a nos mouvements, on a nos intérêts. Il va y avoir les européennes. Ça se joue au niveau européen. On ne va pas faire la France de l'Europe. L'Europe, on ne va pas la faire à la française. Ça se joue avec d'autres. Regardez, les écolos, ils vont peut-être gagner en Belgique. Regardez les résultats en Autriche. Non, aux Pays-Bas. C'est pas en Autriche, c'est aux Pays-Bas hier. Regardez la gauche espagnole, avec le débat et l'alliance parfois tumultueuse, mais réelle, entre Podemos et les socialistes, et avec le dialogue avec les indépendantistes catalans. Je pourrais multiplier les exemples. Comment ces forces-là n'ont pas pu se dire, on se pose,
Et on voit. Vous posez la question ou quoi? Non, mais moi, je dis juste que c'est irresponsable. Mais la réponse, on l'a tous. Oui, mais on a la réponse. Ils se mettent pas autour d'une table pour désigner un leader, pour se réconcilier, parce qu'ils veulent le pouvoir, le pognon. Mais moi, comme moi, je reste avec des idéaux. Je veux pas me résoudre à ça. Je pense pas qu'ils sont tous mauvais. Je pense pas qu'ils sont tous sans idéaux. Ben, je pense qu'ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Je pense que face à ce face-à-face que construit Macron et que construit le Front National, qui les arrange tous, hein, la peste, le choléra, venez là, hein, voilà, qui nous font à nouveau. Il fallait une autre force, il fallait une union. Et il fallait une union, surtout sur une élection à un tour, surtout sur une élection où l'abstention est importante. Et là, il pouvait y avoir un événement qui se passe. Alors, ils ne le font pas. Pourquoi? Le clientélisme, le nombre de postes, la présidentielle derrière. Mais, en l'occurrence, dans le moment actuel, c'est irresponsable. Je le pense vraiment. Nous, Mediapart, parfois, on est... Comment dire? Moi, je crois, je l'ai écrit, y compris dans non seulement des articles, mais des livres issus du travail de Mediapart. On est dans un moment où il faut faire chemin commun, les causes communes de l'égalité. Il ne faut pas faire la petite querelle des petites différences. Il y a un libertaire, John Holloway, qui avait fait cette formule sur les gauches ou les radicalités. Ils disent, voilà, c'est un peu comme dans un film d'horreur. Vous voyez, film d'horreur, vous êtes dans une pièce comme celle-ci, et les murs sont là, et ils se rapprochent, ils se rapprochent. Oh, les murs se rapprochent, les murs se rapprochent. Et pendant ce temps-là, les gauches discutent de la répartition des meubles. Bah ouais. Question d'Internet. Pourquoi les Panama Papers n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient dû avoir? Il y a eu pas mal d'impact des Panama Papers, mais de beaucoup d'autres leaks, hein, puisque nous, on en a fait pas mal, hein, les Football Leaks, les Malta Files, il y a eu les LuxLeaks, il y a eu aussi ce qu'on a révélé sur le groupe Pinot, etc. Il y a eu un impact quand même sur la prise de conscience de l'ampleur de l'évasion fiscale, sur l'action du coup des États. Je prends sur le groupe Pinot, par exemple, qui dit sa générosité pour Notre-Dame grâce aux révélations de Mediapart, avec le consortium EIC, il s'est reçu une amende de près de 3 milliards du fisc italien. 3 milliards. 3 milliards. Et ça n'a pas... Les révélations datent d'il y a 1 an. Hein. Et quand on les a sorties, Pinot a dit « tout est en règle ». Tu parles. Tout est en règle. Bon, donc, le groupe Kering, hein, de la famille Pinot. Donc, je crois que... Comment dire? Vous savez, c'est un activiste burkinabé qui m'a rendu patient sur tout ça. Il s'appelle Smokey. C'est un slammer qui est au cœur du mouvement du ballet citoyen qui a renversé le régime autoritaire de Blaise Compaoré et que j'ai rencontré un jour parce que quand ils avaient fait ce mouvement citoyen qui a fait partir ce président, ils avaient fait des révélations avec des jeunes journalistes sur des fonds européens qui était destinée à la construction d'une autoroute, et l'autoroute n'était pas achevée. Elle n'avait pas les bas-côtés stables, elle n'avait pas les lumières, il fallait, alors les jeunes allaient vite, parfois il y avait des accidents mortels. Révélation, une partie de ces fonds européens ont été piqués et ont servi, y compris à des villas, à des palais pour le président. Révélation libératrice. Ah, bah c'est bien la preuve quand même, voilà, que c'est un enfoiré quand même. Il prend les fonds européens, etc., il ne s'occupe pas du pays. Et là, Smokey, il est jeune, hein, mais il est sage, hein, comme un griot africain, il dit, voyez, monsieur Plenel, vous les journalistes, votre rôle, c'est de lever les lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Mais la société est calnée dans le guidon. Mais elle attrape, et regardez, qu'est-ce qui s'est passé là depuis 6 mois? Ils comprennent les choses des gens qui étaient isolés, travailleurs pauvres, femmes isolées, retraités, qui à un moment disent « ça va pas, je m'engage, je vais sur un rond-point, là où ça va tout, on s'arrête jamais. » C'est la fin qui les a motivés. C'est la conscience de l'injustice. Tout part de l'injustice fiscale. C'est pas des gens qui disent qu'ils veulent pas d'impôts. C'est pas des gens qui sont contre des mesures pour le climat. C'est des gens qui se rendent compte qu'en fait, les décisions prises par ce pouvoir, c'est des décisions où ceux qui devraient donner plus donnent moins, et ceux qui gagnent moins donnent plus. Donc c'est l'injustice. Et du coup, c'est le moteur de l'égalité. Et c'est
comment dire, bien sûr qu'on peut se dire, ça donne pas de réalité politique tout de suite, je ne sais pas pour qui voter dimanche. C'est un mouvement, d'ailleurs, les Gilets jaunes est un mouvement de l'abstention, parce que l'événement véritable de 2017, c'est pas le chamboule-tout uniquement En Marche et France Insoumise. Les deux mouvements qui ont bousculé la donne. L'événement premier, ça a été les présidentielles où il y a eu le plus fort taux d'abstention. La plus forte moyenne sur 9 au-dessus de la moyenne par rapport aux 9 élections présidentielles précédentes. Donc la montée du rejet démocratique. Non pas d'un rejet des élections par anti-démocratisme, mais parce que c'est une confiscation démocratique. La démocratie, c'est pas les élections. C'est pas simplement choisir des représentants. C'est maître. C'est pas non seulement choisir ses maîtres. Bien sûr, c'est une vieille formule, la tyrannie douce, c'est-à-dire qu'on demande au peuple tous les 5 ans de sortir de la servitude pour choisir son maître, et puis entre-temps, on lui dit d'y revenir. Qu'est-ce que nous disent les Gilets jaunes? Et c'est ça qu'attaque le pouvoir. Non, la démocratie, c'est le droit de se réunir, de s'assembler. Et aujourd'hui, on interdit, par des décrets préfectoraux, des réunions sur les ronds-points. C'est le droit de manifester, et on a voulu le mettre en cause. C'est la liberté de dire, et on essaye de la réprimer. Et puis, c'est la liberté de s'informer, c'est le droit de savoir, et on s'en prend à la presse. Ça, c'est comme les 4 pieds d'une table. 4 pieds d'une table. Alors, vous pouvez poser le plateau sur les 4 pieds. C'est le droit de vote. Ça, c'est je me prononce, je dis oui, je dis non, je choisis des représentants. Mais pour que la table tienne bien, il faut ces 4 pieds. Et ils précèdent. C'est des droits fondamentaux. Et nous, on est au cœur de ça. Là, on s'éloigne juste une petite minute du journalisme. La collapsologie, ça vous parle ou pas? Alors, il y a des débats. Il y a une journaliste, un Mediapart, on a beaucoup traité. Et il y a une journaliste qui n'aime pas trop ceux qui en font une sorte de catastrophisme de l'effondrement. Il faudra nous la présenter. Voilà. Jade Lingard, vous devriez, elle est formidable. Il y a eu une interview d'elle dans Reporter. C'est elle qui a fait un petit livre qui s'appelle « Je crise climatique ». C'est vraiment une des signatures à Mediapart sur l'enquête, sur la prise de conscience sur la crise climatique, bien avant dès le début de Mediapart. Donc moi, je pense que, et ça, je crois qu'il faut le prendre comme ça, c'est en ayant conscience de la catastrophe qu'on peut l'éviter. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les théories du déclin. On dit il est irréversible, ça va dans cette direction. Le futur est écrit. Pas plus qu'il est écrit, on va les lendemains qui chantent. Le futur, il dépend de nous. Il dépend de nous. Alors, il faut avoir, vieille formule, optimiste de la volonté, pessimiste de l'intelligence. La vérité, c'est que la catastrophe, elle est déjà là. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est ça, la catastrophe. Elle n'est pas devant nous. La catastrophe, regardez la course de vitesse sur le désordre climatique, notre responsabilité. Vous savez, les animaux, nous sommes 0,3% du vivant. Et j'inclus les humains dans ces animaux. Les végétaux sont beaucoup plus importants que nous. Et ils ont une intelligence que nous n'avons pas. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cerveau, mais vous pouvez brouter de l'herbe, elle continuera à vivre. Les végétaux ont des choses à nous apprendre. Il y a un botaniste, Stefano Mancuso, qui raconte ça très bien. Donc, comment dire, il faut nous remettre en cause dans notre hubris de puissance. Nous sommes une espèce tellement intelligente qu'elle oublie son lien au tout vivant, du tout monde, sa relation. Elle l'oublie dans ses pratiques de prédation, de consommation, d'avidité, de propriété matérielle, mais elle l'oublie aussi quand elle cède au racisme, quand elle cède à la xénophobie, car elle oublie la relation à elle-même, elle oublie la relation à l'autre. Et donc, nous voyons, elle est là, cette catastrophe. Elle est là quand vous avez le ministre des Affaires étrangères de Bolsonaro, qui, Bolsonaro lui-même, est raciste, est homophobe, est aligné sur Netanyahou en Israël, c'est un homme qui pousse au pire, qui pousse au pire. Et que dit son ministre des Affaires étrangères? Oh, le changement climatique, c'est un complot marxiste. Complot marxiste. Bon, quand vous voyez Trump comme ça. Donc la catastrophe, elle est là. Et elle produit ces monstres politiques que nous voyons naître. C'est une phrase de Gramsci que j'avais popularisée. La crise, c'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il s'accroche à sa puissance. Et un nouveau monde, on le voit, on le sent, vous en êtes, tarde à naître. Mais la phrase importante, c'est dans cet entre-deux, suscite
surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction littéraire a dit de manière plus forte, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et on en voit plein autour de nous. Donc la catastrophe, elle est déjà là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça que la concomitance gilets jaunes et mobilisation des jeunes pour le climat, fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat, le mot d'ordre qui a surgi le 8 décembre, journée la plus dure, la plus violente, mais c'est là où a eu lieu la première convergence, est essentielle, parce que nous disent les jeunes du climat? Ils disent, à quoi ça sert que j'aille tous les vendredis à l'école, là? L'appel de Greta Thunberg, c'est de dire, attendez un moment, vous les adultes, vous êtes irresponsables. Il faut changer le logiciel. Et ce n'est pas du blablabla. Il faut vraiment le changer. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'éparpillement des listes progressistes, émancipatrices, se revendiquant d'idéaux d'égalité et de démocratie, quel que soit le bilan de ces forces politiques. Moi, je dis juste, là, il y a une responsabilité de ne pas comprendre qu'on est dans un moment où il faut... Ce que Jaurès avait fait, vous savez, c'est ce que j'appelle les vaincus victorieux. Jaurès est assassiné en 1914, quand arrive la guerre qu'il a tout fait pour tenter d'éviter. Mais on sait que c'est lui qui a gagné. C'est de lui dont on se souviendra, pas de son assassin, comme on se souvient de Rosa Luxembourg et pas de ses assassins, qui elle-même est tuée en 2019. Et pourquoi, en 1919. Pourquoi je vous dis ça sur Jaurès? Jaurès, qu'est-ce qu'il fait quand il a le sentiment que ce monde qui ressemble au nôtre, c'est un monde de révolution industrielle formidable, l'électricité, va arriver la voiture, Ford, va arriver l'avion, le télégraphe, regardez les immeubles à Paris, même l'immeuble où on est, regardez les dates où ils sont construits, c'est pendant cette époque-là, c'est l'expansion coloniale, il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Mais il y a le même niveau, Thomas Piketty l'a montré, d'inégalité qu'aujourd'hui. Un tout petit monde qui capte. On connaissait les chiffres d'Oxfam, il y a 26 familles, 26 personnes, dont 2 Français, Bernard Arnault et les héritiers de Bettencourt, qui possèdent autant que 3,7 milliards d'individus. Donc c'est intenable, c'est intenable. Et comment fait cette société si c'est intenable? Elle va à la guerre. Elle va à la guerre. Et Trump, il est en train d'y aller, avec l'Iran. De toute façon, c'est la continuité. Ils ont commencé avec l'Irak, etc. Ils y vont. Ils vont à la guerre parce qu'il y a en plus des industries qui veulent qui font de l'argent derrière tout ça. Il y a des lobbies, il y a un lobby militaro-industriel. Il existe, il a toujours existé, c'est pas nouveau. On va à la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Jaurès quand il prend conscience de ça? Jaurès n'a jamais été ministre, n'a jamais été président du Conseil. Et il n'y avait pas de président au suffrage universel, donc il n'y avait pas la folie du présidentialisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bâton de pèlerin et il va voir tout le monde. Il va voir les socialistes modérés. Il va voir les socialistes radicaux, il va voir les sectaires, il va voir les plus ouverts, il va voir tout le monde. Et il dit, attendez, il faut arrêter de déconner, il faut se rassembler. Et ça fait 1905, le premier congrès des organisations socialistes françaises. Et où à l'époque, ils sont tous, avec les futurs bolcheviks, les futurs communistes, ils sont tous dans la même internationale. Et quand Jaurès est assassiné, la gauche radicale de l'époque, c'est-à-dire Trotsky, c'est-à-dire Luxembourg, lui rend hommage. C'est-à-dire ce type, il n'était pas dans l'hubris personnel, il n'était pas dans comment c'est pour ma pomme, comment je suis le leader et tout. Il dit comment je suis l'unificateur. J'ouvre une parenthèse sur l'unificateur. En tant que média, est-ce qu'on peut inviter tout le monde? Nous, Mediapart, il y a un parti qu'on a décidé de ne pas inviter. On le traite, on le cite. Et du coup, en rétorsion, lui, en revanche, il nous a décidé de nous blacklister. C'est le Front National, c'est l'extrême droite. Pourquoi? Parce que, je veux dire, là, ce sont des adversaires de principe. Je ne considère pas, quels que soient mes désaccords avec la politique d'En Marche, que tous les militants d'En Marche sont aussi caricaturaux que Castaner, que voilà, je les interpelle si je les rencontre, je dis comment vous pouvez accepter ça, vous qui vous dites sur des principes libéraux et progressistes, quand même, c'est inadmissible, c'est violence policière, etc. Donc en revanche, l'extrême droite est l'héritière d'une formation politique. Et elle ne l'a jamais remis en cause, comme d'ailleurs Salvini en Italie. Ce sont des gens qui n'ont pas remis en cause leur héritage. Les communistes, ce sont des gens qui se sont expliqués sur le stalinisme, qui se sont expliqués sur le goulag. Là, eux, ils ne se sont pas expliqués. Vous le voyez par nos infos. Chaque fois qu'on cherche la biographie de jeunes cadres du Front National, on trouve ici un salut nazi, là une photo, là, etc. On trouve toutes sortes de choses qui montrent une culture où il y a l'antisémitisme, où il y a... Est-ce que vous avez déjà reçu Étienne Chouard?
Étienne Chouard, oui, Chouard on ne l'a pas reçu. On n'était pas d'accord à un moment où il s'est égaré. Quand même, il s'est égaré sur Alain Soral, très clairement. Hein. Il y a des années. Oui, il y a des années, mais comment dire, quand il s'est égaré, on savait sur Alain Soral. Alors, par ailleurs, moi, j'ai participé à des débats où Étienne Chouard était là, y compris un fait par la Société des Amis d'Henri Guillemin. C'était un débat autour de Robespierre, autour de la Révolution française. Donc, moi, je discute, voilà. Comment dire, je vais vous dire, et ça, c'est aussi pour les internautes qui nous écoutent, parce que chacun se fait maintenant son savoir et va voir et tout. Et moi, je voudrais mettre en garde, gentiment, hein, voilà. Moi, tel que vous me voyez, ma notoriété, elle est liée à un travail collectif. Moi, je rencontre devant un collectif. J'ai toujours fait ça, parfois ça m'a joué des tours, mais j'ai toujours travaillé dans un univers collectif. J'ai toujours été syndiqué. J'ai toujours considéré que voilà, je faisais avec d'autres. Je me suis, en clair, j'ai des idées, bonnes ou mauvaises, mais j'ai des idées. Je fais mon métier, mon travail. J'ai parfois des intuitions, comme ce qu'on a fait avec Mediapart, mais je les valide avec un collectif. Je les construis avec un collectif. En clair, je me méfie dans notre époque des gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes. Je me méfie de ça, du raccourci. Hein. Parce qu'à un moment, et je m'en suis souvent dans mon métier, j'ai vu des gens qui étaient des bons enquêteurs, qui à un moment, la notoriété, on devient vedette, hein, et du coup on fait ses livres et on ne s'autorise plus que de soi-même. Et parfois on fait des bêtises, parce que votre premier contrôleur, c'est votre collègue. Moi, en clair, je crois au collectif. Donc, je dis ça sur des personnes. Quand vous exprimez sur une chaîne qatari, vous en rendez compte Je ne me suis jamais exprimé sur une chaîne qatari. Non. Ah, je voulais dire Al Jazeera English, peut-être. Oui. Al Jazeera English, quand ils sont venus m'interviewer Pour les musulmans. C'est une émission d'un journaliste qui est à Londres, c'est ça. Hein. Al Jazeera. Oui, c'est Al Jazeera, c'est un journaliste palestinien qui a une émission spéciale de débat, et il est venu de Londres me faire parler du livre que j'avais fait. Mais je ne fais pas d'interview sur une chaîne qatari, au sens où je réponds à des questions sur ce livre que j'avais fait en 2014, hein, qui est un livre important. Voilà. Autre question Internet. Al Jazeera, vous savez, il y a AJ+, c'est très compliqué Al Jazeera. Al Jazeera, vous avez beaucoup de jeunes Français hein, maintenant qui travaillent dans cette chaîne, vous le savez. Oui. Alors, nous, Mediapart, on est réservé sur évidemment tout ce qui est des chaînes qui relayent en clair la propagande d'un État. Comme France 24 ? Comme Russia Today plutôt, d'abord. France 24, c'est la même chose, non, France 24, il y a plus d'autonomie des journalistes, si vous regardez bien. Non, je pense. Ils n'utilisent pas de bot France 24 sur Internet ? Je ne sais pas, ça vous direz peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, je parle sur le travail journalistique. Hein, c'est comme RFI, c'est issu du travail. Russia Today, encore une fois, je rappelle que l'opposition politique en Russie aujourd'hui n'a pas beaucoup de place. Je rappelle que quand même les journalistes sont réprimés. Je rappelle qu'une consoeur d'investigation a été assassinée. En France, il n'y a pas encore d'assassinat de journalistes. Oui, mais je rappelle ça. Je dis ça par rapport à cette idée. Il y a une liberté. Attention, hein, c'est comme Free Europe quand la CIA avait ses chaînes. Attention hein, à cette illusion-là. C'est la liberté. Je suis désolé hein, quand je sors le financement russe du Fonds national. Hein, c'est pas sur Russia Today. C'est pas sur Russia Today. Non, c'est pas sur Russia Today. Hein. C'est pas sur Russia Today quand on sort ça. Quand je raconte que l'affaire Benalla, il y a cette histoire avec un oligarque proche de Poutine, cet aspect de l'affaire Benalla, il n'est pas sur Russia Today. Oh, c'est pas bien. Bon, voilà. Donc je dis ça parce que je pense que sur Al Jazeera, résumer à une chaîne qatari est un peu sommaire. C'est-à-dire Al Jazeera, bon, le Qatar, c'est tout petit. Le Qatar, comme vous le savez, n'est pas aligné sur la position américaine jusqu'au boutiste via l'Arabie Saoudite et via les Émirats. Hein. D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a cette tension, parce qu'eux refusent la course à la guerre. Et Al Jazeera est, par rapport à d'autres chaînes en arabe, une chaîne évidemment qui ne sort pas de scoop sur ce qui se passe au Qatar, sans aucun doute, mais qui est beaucoup plus pluraliste hein, dans son contenu. Et Al Jazeera English est de très grande qualité, en clair. Voilà. Une question, là c'est une question un peu plus personnelle pour notre chaîne. On n'arrive pas à voir le Quai d'Orsay et son porte-parole. Alors on comprend pas pourquoi. Ben ça, il faut leur demander. Ben alors on leur a demandé. Alors, parce que quoi Parce qu'il y a... Bon, je peux parler vulgairement. Oui. Ouais.
Bon, ils nous font une petite descente d'organes à chaque fois qu'on essaie de les approcher. Hein. Ah bon? Ils ont un peu peur de venir s'exprimer en direct. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour aller les attraper? Est-ce qu'on les prend à l'arrache avec une caméra? C'est si important d'avoir le porte-parole d'un ministère? Non, pas le porte-parole. On préférait avoir le ministre. Bon, voilà. Bon. Le Quai d'Orsay, c'est important pour vous? Moi, vous savez, c'est la société. J'ai fait un article, là, dimanche dernier, qui s'appelle Père Fouras. Faire le pari de la société contre la politique du pire. C'est la société. C'est là qu'il y a les idées. C'est là qu'il y a les idées. Les lives les plus réussis, puisque c'est un live qu'on fait ensemble ce soir, les lives les plus réussis de Mediapart, qui ont le plus buzzé, je ne parle pas des campagnes électorales, hein, qui ont le plus buzzé, c'est quand on fait venir des activistes, le live sur la sécurité, le live sur le climat, le live sur les discriminations, etc. Quand on fait venir la société, c'est là que ça se passe. L'intelligence collective, elle est là. On arrive à la fin de notre interview parce que vous avez quelque chose de prévu juste après. Et la prochaine fois que vous venez, il faudra nous accorder plus de temps que ça. Hein. La prochaine fois, attention. Donc je vais vous envoyer 3 petites questions d'Internet et on va finir sur la dernière question qu'on pose à tout le monde, qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations. Alors, je les prends à la volée. Que pensez-vous du dîner du siècle? Vous pensez qu'il faut que j'en pense quelque chose? C'est la question d'Internet. Hein. Oui. J'en pense que c'est exactement tout cet entre-soi que nous avons critiqué depuis le début de cet entretien. Autre question d'Internet. Que pensez-vous du Conseil de l'ordre des journalistes à l'image des médecins et des avocats? Je suis contre. Ah, je suis contre. Pourquoi? Je vais avoir le même Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, excusez-moi, hein, c'est une création de Pétain. Hein, je vous rappelle juste au passage sur l'ordre des médecins. Mais je vais discuter des scoops de Mediapart avec Bernard Arnault, avec les propriétaires de la presse qui n'est pas indépendante économiquement. Voilà. Moi, on a un code de déontologie, on a des lecteurs qui sont nos premiers juges, qui peuvent nous abandonner, qui peuvent nous quitter, qui peuvent nous critiquer. On n'est pas au-dessus des lois. J'ai parlé de la loi de 1880. Et puis, j'aime pas cette idée, l'ordre. Vous savez, nous, on est un ferment de désordre. Le désordre est créateur. Vous savez comment la Cour européenne des droits de l'homme appelle le journaliste pour défendre le droit du journaliste? Elle dit « watchdog ». En anglais, ça veut dire le chien qui regarde. En français, ça dit quoi? Chien de garde. C'est pas beau, chien de garde. Hein. C'est pas. Si, ça peut. Oui, mais c'est pas. Expression chien de garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, un journaliste, si on prend l'image du chien de garde, il peut être. Les nouveaux chiens de garde, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours existés, parce que ça reprenait le titre d'un livre de Paul Nizan. Tout ça, encore une fois, n'est pas nouveau. Hein. Il faut toujours se battre contre une forme d'ordre établi, de conservatisme. Il faut toujours avancer. L'émancipation, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Mais je continue juste sur les chiens de garde. Les chiens de garde, ils peuvent avoir de la bave à la gueule, montrer des crocs, aboyer à pas d'heure, pas être sympathique. Mais il vaut mieux ce désordre que l'ordre du silence. Que pensez-vous d'Acrimed? Acrimed, la critique des médias, c'est très utile. Et le travail d'Acrimed est très utile, même si parfois je les ai trouvés dans le passé un peu injustes sur ce que nous avons pu faire. Mais après tout, la critique a le droit d'être injuste. Parce que j'ai un reproche à faire à Acrimed, c'est qu'ils ne sont pas participatifs, eux. C'est-à-dire que quand ils font une critique des médias, on ne peut pas répondre sur le site d'Acrimed. On peut pas. On n'est pas dans une relation participative. Donc ils donnent leur jugement. Et parfois, il est très bien nourri, très bien explicite, mais on ne peut pas le discuter. Et je dis ça parce que, pour moi, c'est très important aujourd'hui, cette remise en cause, y compris pour des avant-gardes politiques. Se dire, je suis au-dessus, là, je suis un sachant, mais pour l'émancipation, contre les oligarques, feu sur le quartier général, mais je suis quand même au-dessus de vous. Parce que je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Nous, on n'a pas fait ça. Non, mais on peut les critiquer, c'est facile de les appeler. Non, mais on peut. Attendez, bien sûr. Non, mais je parle sur le côté participatif parce que c'est très bien leur travail. Mais ça pourrait être aussi. Pas beaucoup de ressources. Ils sont peut-être pas bons en informatique, réinforment. Non, mais si, je les connais. Hein, je connais même les fondateurs. Je connais Henri Malher, bien sûr. Mais Henri Malher, j'ai milité avec lui dans ma jeunesse. Donc, vous savez, tout ça, ce sont des vieux combats. Hein. Question d'Internet. Comment vous organisez-vous pour penser contre vous-même? Par le travail collectif, c'est une collectivité, donc on pense contre nous-mêmes, on n'est pas uniforme, il n'y a pas un patron avec des consignes verticales, il y a des contre-pouvoirs à Mediapart. Je peux vous poser une question plus personnelle? Allez-y. Votre femme, elle a les mêmes idées que vous?
On s'est connus quand on était militants dans notre jeunesse, donc ça fait évidemment des valeurs partagées. Hein, quand on était dans ceux qui défendaient la vérité contre certains mensonges d'une partie de la gauche à l'époque. Pour le reste, elle n'est pas du tout... Oui, je parle du stalinisme, hein, on a beaucoup menti au XXe siècle en disant « bon, c'est pas grave, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser deux ». Puis après, il y a eu un grand chagrin. Hein. Autrement, il y a une différence et une force, c'est qu'elle n'est pas du tout dans nos métiers. Hein. Elle est dans une autre temporalité, elle est chercheuse au CNRS, voilà, donc on est dans d'autres univers, mais parfois on n'est pas d'accord, parfois on discute, parfois dans la famille. Si elle travaillait par exemple à valeur actuelle. Mais moi, d'abord, je crois qu'il ne me serait jamais arrivé de vivre avec un journaliste. Je ne fréquente pas les journalistes. Je travaille avec des journalistes. Je suis dans ce métier et dans cette profession. Mais ma vie n'est pas redondante avec ce métier. Est-ce que vous regrettez d'avoir reçu Macron à la campagne présidentielle ? Non, parce que je pense que, y compris, je ne regrette pas, parce que 3 fois, hein, puisque n'oubliez pas le 15 avril l'an dernier avec Jean-Jacques Bourdin, hein, quand on avait dit à la revoyure 1 an après, et qu'ils ont proposé que ça se passe de cette figure-là. Et quand vous revoyez cette interview du 15 avril, hein, c'est 15 jours avant, on ne le sait pas, mais les événements de Benalla, puisqu'après ils vont les étouffer, vous voyez la crispation, vous voyez le contraste. Revoir l'interview du 5 mai 2017 et l'interview où on joue les mauvais garnements en l'appelant pas Monsieur le Président, disant votre mouvement, c'est pas En Marche, c'est En Force, en lui parlant tout de suite de l'évasion fiscale, etc. Hein, et vous regardez ces 2 entretiens, ben vous voyez le chemin parcouru. Donc nous, comment on fait dans ces cas-là ? Un entretien, il ne s'agit pas d'un débat. Nous, on n'est pas là pour avoir le dernier mot. On est là pour faire surgir une réalité. Et essayer de montrer cette réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre ? Dans la campagne présidentielle, on montre qu'en effet, il y a quelque chose. Le bonhomme n'est pas qu'un artifice. Hein, il a du répondant. Hein, il tient bon. Et à l'époque, il tient un discours où il tient les 2 bouts. La vision libérale, économique et sociale, mais la vision, c'est sa formule. Une révolution démocratique profonde. N'oubliez pas, il emploie cette formule. On a retrouvé récemment ce qu'il a déclaré sur les violences policières en 2017. Vous avez vu ? C'était formidable. Ça lui est opposable mot à mot. Donc nous, on a fait surgir cette ambiguïté, cette tension du macronisme. Mais nous, l'indépendance, c'est à la minute même où il est élu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que tout ça, c'est déséquilibré, tout de suite. Et du coup, quand on fait l'interview le 15 avril, hein, on le met en évidence. Et là, j'ai vu quelqu'un totalement renfermé. Et la suite, de ce point de vue, ne m'étonne pas. Il est dans sa bulle. Il est passé, comme tous ces présidents, le présidentialisme est plus fort qu'eux. Et il révèle, un peu comme vous savez, ce portrait de Dorian Gray, hein, c'est un roman et un film, hein, il y a un portrait qui se décompose et qui montre toute la laideur cachée d'un type qui se croit éternel et jeune et beau. Et là, on a vu ça avec Sarkozy. Ça a révélé son hystérie. Avec Hollande, ça a révélé son impuissance. Et avec Macron, ça révèle son égotisme, son narcissisme, hein, son repli personnel. Il est habité par lui-même. Alors c'est une performance, hein, il fait 7 heures, 8 heures. Il serait venu ici, lui, il aurait fait 7-8 heures. Hein. Bon, mais c'est la performance. Je ne pense pas qu'il tiendrait plus de 20 minutes avec moi. En fait. Ah bon ? Bon, d'accord. Bon, non, mais vous savez, il est assez fou de lui-même pour avoir du plaisir à ça. C'est pour ça que je vous disais, attention aux gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes. C'est quoi une vie démocratique ? À tout niveau, dans une ville, dans une entreprise, dans une société. C'est des balances de pouvoir, de contrôle les uns les autres. Et ça, encore une fois, j'y insiste parce qu'il ne suffit pas de se dire feu sur le quartier général pour résoudre ce problème. Hein. Ce problème est devant nous. L'invention démocratique, elle est devant nous. Donc, avant-dernière question, si j'arrive à récupérer mon écran impeccable. Pourquoi avoir qualifié l'enquête de Denis Robert sur Clearstream d'enquête Canada Dry ? J'ai jamais employé cette formule. J'ai eu des désaccords professionnels avec Denis Robert. Je l'ai défendu devant la justice. Comment dire ? Je défends une certaine façon de faire ce travail.
Et en effet, dans un cadre collectif, par ailleurs, je lui souhaite bonne chance maintenant qu'il a pris la responsabilité d'un média collectif, qui est le média. Vous savez qu'après l'ultime crise du média, qui en a connu beaucoup en un an, c'est Denis Robert qui maintenant succède à Aude Lancelin, après Sophia Chikirou et après les autres fondateurs. Donc, quelles sont vos relations avec Juan Branco? Pourquoi cette réaction disproportionnée envers Juan Branco alors que les révélations n'avaient rien de dangereux pour Mediapart? Sincèrement, il faut lui poser la question. Faut lui poser la question. Il a raconté des choses inexactes sur Niel dans le Capital, et par ailleurs, on a fait une critique de son livre. Voilà, on fait une critique, c'est le débat, il n'est pas d'accord. Je vous rappelle juste, journal participatif. Sur Mediapart, Juan Branco a son blog. Et il répond. Et il répond à qui? Y compris à des gens qui l'ont soutenu, qui maintenant le critiquent. Y compris à des gens qui se réclament de la même radicalité politique que lui, mais qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est le débat. Vous avez lu son livre? Moi, non. Je n'ai pas eu le temps pour l'instant. D'autres, Joseph Confavreux l'a lu. Et j'ai lu La Casse de Laurent Mauduit, qui est formidable, et où il y a toutes ces informations étaient là. Je connais Juan Branco. Je l'ai suivi quand il a travaillé dans les ministères socialistes, puis après avec Julian Assange, puis ensuite avec la France Insoumise, et maintenant comme ça. C'est des itinéraires personnels, et grand bien lui fasse. Il n'y a pas besoin pour ça de tirer partout, comme ça, d'être trop fou de soi-même. Trop fou de soi-même. J'ai trop vu de gens se fracasser pour ça. Voilà. Et donc, je redis juste, ne faisons pas de fausses polémiques. Nous, on fait ce qu'on fait. Vous en êtes juge. Par ailleurs, je vous dis, Juan Branco, il lit Mediapart, il se nourrit de Mediapart, et il s'en nourrit tellement qu'il blogue sur Mediapart. Et il est le bienvenu toujours. Edoui Plenel, laissez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable sur les réseaux. Non, impérissable. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis en ton lieu et pense avec le monde. C'est un talisman pour moi, c'est une phrase de quelqu'un que j'appelais double maître parce qu'il faisait 2 mètres, M-A-I-T-R-E, qui est Édouard Glissant, un grand poète, philosophe et engagé de mon pays d'enfance, la Martinique. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis là où tu es. Agis dans ton entreprise, agis dans ta rue, agis dans ta ville, agis là où tu vis. Ne regarde pas que tu es en haut ailleurs. D'abord, tu es requis là où tu es. Mais pense avec le monde, parce que tu vis avec le monde. Et le monde, c'est le tout vivant et le tout monde, comme disait Édouard Glissant. Et puis, par ailleurs, ce que je voulais vous dire, puisque on est à veille d'élection et qu'il y a cette interview qui était diffusée, on a décidé, à partir de minuit, pendant 2 jours, tous ceux qui ont écouté, pour qu'ils jugent sur pièce. Mediapart est en accès libre, samedi et dimanche, toute la journée. Il n'y a pas besoin de s'abonner pour lire Mediapart. Et à cette occasion, il y a une offre spéciale d'abonnement, 6 mois, 20 €. Donc, si ça vous plaît, profitez-en, soutenez la presse libre et indépendante. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et Edoui Plenel, merci d'être venu nous merci voir à vous. sur ce média qui est aussi un média libre et indépendant. On dit couper maintenant? Eh ben. Couper.